Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche pas la performance permanente, pas les solutions miracles. On observe, on analyse, on comprend. Alors, pour ce petit épisode, je vais vous dépeindre une petite scène. On est vendredi soir, tu arrives dans une soirée, ou même à un dîner, et dans la pièce, tout le monde a un verre. Verre de vin blanc, de bière, de rosé, peu importe. Et là, quelqu'un te tend à ton tour un verre. Ce à quoi tu réponds: Non merci, je bois pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose sans alcool?» Le silence qui suit, les regards, parfois c'est une blague. «Ah, t'es au régime?» Ou c'est une vraie question. «Ah, t'es enceinte?» Ou parfois, c'est juste un vrai malaise. Comme si tu venais de violer une règle sociale non écrite. Ce truc-là, ce moment précis, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Dans la rubrique Explorer, vous le savez, je ne reste pas derrière mon micro, derrière mon écran, à vous lire des études. Je me confronte au réel. J'expérimente, j'observe, je ressens. Et aujourd'hui, le terrain de jeu, enfin plutôt le terrain d'exploration, c'est celui de l'alcool. Et je vais commencer par poser ma propre carte sur la table. Je ne bois pas, ou presque pas. Ça fait longtemps. Pas pour des raisons médicales, pas parce que j'ai un passé de dépendance dont je me remets, mais simplement parce que je n'en comprends pas le principe, en fait. L'idée de m'empoisonner volontairement pour m'amuser, bah, ça me parle pas du tout. Et pendant longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Parce que le dire à voix haute, c'est s'exposer à exactement ce moment-là que je viens de vous décrire. Alors aujourd'hui, on y va. On parle de pourquoi on boit, on parle de la gueule de bois comme contrat social et on se demande surtout si la sobriété est vraiment une déviance ou si c'est la norme qu'on devrait questionner. Alors vous commencez à me connaître, je vais débuter par poser les bases. Parce que quand on parle d'alcool en France, on parle d'un truc qui n'est pas un détail culturel, c'est une véritable institution. La France est le quatrième pays consommateur d'alcool au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Vous le savez, j'aime beaucoup citer l'OMS. On consomme en moyenne 11,4 litres d'alcool pur par habitant et par an. Pour donner une image, c'est comme si chaque adulte français buvait environ 160 bouteilles de vin par an. Bien sûr, c'est une moyenne, mais elle dénote quelque chose quand même. Et surtout, ce qu'on ne regarde pas assez, c'est que l'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac. 41 000 morts par an sont directement imputables à l'alcool, selon Santé publique France. Pas des gens qui boivent, qui ont bu toute leur vie, pas juste des gens qui buvaient normalement, comme tout le monde. Et c'est là, oui, il arrive peut-être le moment de redéfinir qu'est-ce que veut dire boire normalement en France, ou définir tout court, à vrai dire. Selon l'enquête nationale Escapade, oui, ça s'appelle réellement comme ça, c'est une enquête qui est menée régulièrement par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, plus de 85% des adultes français déclarent avoir consommé de l'alcool au cours de l'année. Et parmi eux, 24% sont des buveurs à risque, selon la définition de l'OMS toujours, c'est-à-dire qu'ils dépassent régulièrement les seuils recommandés. Mais alors ces seuils, c'est quoi? Est-ce que vous les connaissez? Je vais les rappeler, juste au cas où. Ils ont été définis par l'OMS et Santé publique France. La recommandation, c'est 2 verres standards par jour, pas tous les jours, et jamais plus de 4 en une seule et même occasion. Et il précise que le risque zéro n'existe pas. Sous-entendu, il n'y a aucune dose d'alcool qui soit sans effet sur le corps. Cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois, la première fois que je l'ai vue. Parce que culturellement, elle casse quelque chose de fort. Le verre de vin rouge bon pour le cœur, c'est un énorme mythe. Les études qui le soutenaient, notamment celles sur les polyphénols du vin, ont été largement remises en cause ces 10 dernières années. Une méta-analyse publiée dans le Lancet en 2018, portant sur 694 études et 28 millions de personnes, est sans appel. Le niveau de consommation d'alcool qui minimise les risques pour la santé, c'est zéro. Pas un verre, pas quelques-uns, zéro. Et ça renvoie à quelque chose de très concret que j'ai vécu personnellement pendant des années quand j'ai exercé en tant que diététicienne. Régulièrement,
J'avais des patients qui me demandaient d'inclure de l'alcool dans leur programme de rééquilibrage alimentaire. Comme si c'était une case à cocher, une option, un bonus, un poste de dépenses caloriques à négocier. Au même titre que, je sais pas moi, le fromage ou le carré de chocolat du soir. Et moi, j'ai toujours refusé. Non pas par rigidité, mais parce que dans notre formation, on apprend à intégrer l'alcool dans les calculs nutritionnels dans un seul et unique cas, l'alcoolisme avéré. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'autre choix, quand le retrait brutal de l'alcool serait plus dangereux que la consommation en elle-même. Hors de ce contexte, l'inclure dans un programme de rééquilibrage alimentaire, c'est envoyer un message implicite très fort. Vous en avez besoin. Et ça méritait d'être posé clairement avec mes patients. Parce que derrière la demande, il y avait souvent deux peurs distinctes. La première, suis-je incapable de m'en passer? Donc addict. Et la deuxième, vais-je me désociabiliser si je ne bois plus? Ces deux questions sont très différentes et pourtant très révélatrices. J'ai toujours tout fait pour éviter que le rééquilibrage alimentaire isole mes patients socialement. Je croyais, et je crois toujours, qu'on ne tient pas sur la durée si on retire tout en même temps. Alors on choisissait les combats ensemble. On gardait le repas de famille, le dessert du dimanche, le café sucré du matin. Mais sur l'alcool, j'étais intransigeante. Pas pour culpabiliser, mais plutôt pour faire prendre conscience de quelque chose d'assez simple. Si un produit ouvertement toxique est devenu si difficile à mettre de côté, même temporairement, même dans un contexte où on cherche à prendre soin de soi, ça vaut quand même la peine de s'arrêter sur le sujet. Et c'est là où justement on rentre dans le vif du sujet. Parce que si on buvait uniquement parce que c'est bon, le sirop de pêche et le jus de grenade frais auraient la même place dans nos soirées. Et c'est pas du tout le cas. La raison pour laquelle on boit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je veux en parler sans juger, vraiment. Parce que comprendre, c'est la première étape vers le changement. La raison numéro un pour laquelle on boit, c'est que le cerveau adore la dopamine. L'alcool agit directement sur le système de récompense du cerveau. Il stimule la libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Quand vous prenez votre premier verre et que vous sentez cette détente monter, bah c'est ça. C'est chimique, c'est réel et c'est même extrêmement puissant. Mais voilà ce que les neurosciences nous disent également, c'est qu'à force de répétition, le cerveau il s'adapte. Il produit moins de dopamine par lui-même parce qu'en fait, il compte sur l'alcool pour compléter ses besoins. Ce phénomène s'appelle la tolérance neuroadaptative et c'est le mécanisme de base de toute dépendance. C'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la biologie. La raison numéro 2 de pourquoi on boit de l'alcool, c'est parce que ça calme l'anxiété en surface. Une étude de l'université de Bristol publiée en 2019 dans le Journal of Psychopharmacology a montré que l'alcool inhibe temporairement l'amygdale. C'est la zone du cerveau responsable de la peur et de l'anxiété. C'est pour ça qu'on est plus à l'aise en soirée quand on a un peu bu, avec, on va dire, un verre dans le nez, comme on dit. C'est pour ça qu'on se lâche un peu plus et qu'on va oser dire ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et surtout ce qu'on n'aurait jamais osé dire si on avait été sobre. Ça fait taire la petite voix anxieuse. Sauf que, sauf que, bah, c'est temporaire. Et le revers de la médaille, il est assez cruel. Parce que la consommation régulière d'alcool augmente en réalité l'anxiété de base. Le cerveau, privé de son inhibiteur chimique, devient plus réactif au stress. C'est le paradoxe de l'automédication. On boit pour calmer ce que boire va aggraver. La raison numéro 3 pour laquelle on boit, c'est parce qu'on a appris à boire. Et ça, c'est peut-être la raison la plus puissante, mais parce que la moins consciente. Une étude publiée dans Addiction en 2020 a suivi 4000 jeunes britanniques et a montré que le comportement de consommation d'alcool des parents est le prédicateur le plus fort de la consommation des enfants à l'adolescence. Plus fort que la pression des pères, plus fort que la publicité. On apprend à boire comme on apprend à manger avec des couverts. C'est un comportement socialisé. Ça va, un verre, ça fait pas de mal. C'est l'apéro, c'est convivial. Non, mais c'est pour célébrer, hein. Ces phrases, qu'on entend depuis l'enfance, fabriquent une carte mentale où l'alcool est synonyme de fête
de lien social et de détente méritée. Enfin, quatrième raison pour laquelle on boit, c'est pour la gestion émotionnelle. Je me rappelle d'une formulation, que j'ai lue il y a quelque temps, je vous en parlerai, plus tard, qui m'a vraiment touchée. L'idée que certains boivent pour s'anesthésier. Non pas parce qu'ils sont en crise, mais parce qu'ils ressentent tout très fort, trop fort, et que l'alcool met une couche de watts entre eux et leurs émotions. C'est probablement la catégorie la plus silencieuse, la plus invisible. C'est pas forcément les fêtards, pas les alcooliques au sens clinique, mais les gens qui, à la fin d'une journée difficile, ont besoin d'un verre pour, redescendre. Pour passer de l'hypervigilance à quelque chose de plus doux. Et là, en tant que quelqu'un qui ne boit pas, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je fais à la place? Comment je redescends moi?» Et j'ai réalisé que, bah, j'ai développé, d'autres outils, moi personnellement, c'est le sport, une manière de cuisiner un peu lentement, la lecture, la musique parfois. Mais ces outils, personne ne me les a appris. J'ai dû les trouver à tâtons et je dois l'avouer aussi, car vous savez que je compte sur l'honnêteté de tous et surtout la mienne. J'ai paradoxalement travaillé dans des boîtes de nuit pour payer mes études et la vision de ce flot de gens alcoolisés et vulnérables, je parle surtout des femmes, m'a un peu vaccinée quant au fait que l'alcool puisse avoir quoi que ce soit de cool ou d'apaisant. Alors sur ce point-là, peut-être que si on apprenait plus tôt aux gens à gérer leurs émotions autrement, bah, certains auraient moins besoin de ce que j'appelle une béquille chimique en fait. Maintenant, je veux parler d'un truc qu'on ne nomme jamais vraiment, c'est la gueule de bois comme rite de passage, comme preuve de loyauté. Avez-vous déjà remarqué comme raconter sa gueule de bois du week-end est un acte social parfaitement acceptable, voire valorisé? J'ai tellement bu, j'ai tellement bu hier soir, je suis une loque. Ça fait rire, ça crée du lien. C'est presque un badge d'honneur, je sais pas, mais un badge. Il y a une étude fascinante là-dessus d'ailleurs, publiée dans Alcohol and Alcoholism en 2017 par des chercheurs néerlandais. Ils ont analysé les fonctions sociales de la gueule de bois dans des groupes de jeunes adultes. La conclusion, la gueule de bois fonctionne comme un marqueur d'appartenance. Et on y revient à la petite pyramide de Maslow. Partager sa souffrance du lendemain, c'est prouver qu'on était là, qu'on s'est investi dans la fête, qu'on a joué le jeu. C'est une forme de récit partagé en fait. Et à l'inverse, ne pas avoir de gueule de bois, parce qu'on n'a pas bu, ben, crée une forme d'exclusion symbolique. Vous n'avez pas de souvenirs brumeux à comparer, vous n'avez pas souffert ensemble, vous étiez pas vraiment là. C'est finalement absolument dingue quand on y pense. On a construit un système où souffrir ensemble est une preuve d'amour. Et ça va plus loin. Il y a ce concept que les sociologues appellent la drinking culture ou la culture du boire, qui est particulièrement ancrée dans les pays d'Europe et surtout en France. Une étude comparative européenne menée par l'ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, en 2019, auprès des adolescents de 35 pays différents, a montré que les jeunes Français sont parmi ceux qui associent le plus fortement alcool et bonne soirée. 62% des lycéens français déclarent avoir bu lors de leur dernière soirée, contre 38% en moyenne en Europe. On socialise autour de l'alcool. On fait des affaires autour de l'alcool. On célèbre avec de l'alcool. On se console avec de l'alcool. On fête les bébés qui arrivent avec de l'alcool. Et on dit au revoir aux morts avec de l'alcool. Et quand tu arrives dans cet écosystème, sans verre à la main, tu déranges quelque chose. Pas parce que tu juges les autres, parce qu'en réalité, tu dis rien. Tu as juste ton verre et tu demandes à personne d'autre de le boire. Mais parce que ton choix devient malgré toi un miroir.
Et moi, je l'ai vécu. Je le vis encore d'ailleurs. Vous imaginez pas le questionnement dans le regard des gens quand je demande quand je commande de l'eau, même pas gazeuse parce que j'aime pas ça. Vous imaginez pas le nombre de fois en boîte de nuit où on m'a demandé ce que j'avais pris. Petit décryptage, je danse, je ris, j'ai une bouteille d'eau à 5 € dans la main. Alors si je bois pas, c'est forcément que je me drogue. Quand je commande de l'eau ou un jus, il y a une fraction de seconde où l'autre se demande: «Et pourquoi elle boit pas?» Et cette question, ben, elle les ramène à eux-mêmes. Pourquoi moi je bois? Par goût, par obligation? Et cette question-là, je peux vous assurer qu'elle est très inconfortable. Donc il vient enfin le moment pour moi de vous parler de mon rapport à l'alcool. Pas comme une confession, mais parce que c'est une rubrique, encore une fois, explorée et que le terrain, cette semaine, c'est aussi ma propre expérience. Je ne suis pas une ancienne grande buveuse qui a décidé de changer. Je n'ai pas eu de déclic dramatique, pas d'accident, pas de lendemain de cuite qui a tout changé, qui m'aurait choqué. Mon arrêt, ou plutôt mon absence, ben, il est plus prosaïque que ça. À un moment, j'ai réalisé que je buvais par conformité, pas par désir. Que je prenais un verre parce que tout le monde en avait un, parce que tout le monde en avait un, et parce que ça semblait bizarre de ne pas en avoir. Parce que le rituel était là et que je m'y glissais sans vraiment le choisir. J'ai d'abord commencé par faire le tri, par réaliser que vraiment la bière, et pourtant c'est l'un des trucs les plus populaires chez les jeunes parce que c'est pas très cher, qu'on peut en boire beaucoup avant d'être vraiment ivre, mais que par contre quand on est ivre à la bière, c'est d'un certain niveau, je crois, enfin de ce que j'ai cru comprendre. Ben, en fait, j'ai réalisé que je détestais ça, par goût. Je trouve ça vraiment pas bon. Ça donne une haleine terrible, enfin bref, c'était mon avis. Et puis petit à petit, j'ai vraiment goûté ce que j'avais dans mon verre et je me suis rendu compte qu'en fait, ça se limitait pas à la bière. J'aime juste pas le goût de l'alcool et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse l'aimer. Je trouve que l'alcool, enfin l'éthanol en tant que tel, ça a un goût âcre qui brûle la bouche. Ce qu'on aime, admettons, dans un verre de vin, c'est souvent les arômes, la texture, l'expérience sensorielle. J'aime bien aller dans des bars à vin, très clairement, hein, mais l'éthanol en tant que tel, c'est amer et agressif. Et je me suis demandé: «Pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'apprécier quelque chose qui fondamentalement me brûle la bouche pour accéder à un état modifié dont j'ai pas besoin?» Cette phrase, «s'empoisonner pour s'amuser», je sais qu'elle peut sembler brutale, mais je l'ai pas dit pour pointer du doigt ceux qui boivent. Je l'ai dit parce que c'est littéralement ce qu'est l'alcool, de l'éthanol, une molécule toxique pour le foie, le cerveau, le système cardiovasculaire. Et ça, c'est une réalité biochimique. C'est pas un jugement moral. Ce que je ressens, en revanche, moi, c'est une grande liberté. Pas la liberté de me sentir supérieure, hein, surtout pas, hein, je vous vois venir, mais la liberté d'être moi-même à 100% dans chaque soirée, de me souvenir de tout, de me lever le lendemain avec autant d'énergie que la veille, de ne jamais avoir à reconstituer les fragments de souvenirs d'une soirée brumeuse. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, c'est entièrement intact, dans mon esprit. Et parfois, bah, je me dis que, bah, c'est ça, le vrai luxe, dans le fait de ne pas boire. Enfin, parce qu'il ne s'agit pas que de moi, je vais vous parler d'une femme qui a mis des mots sur quelque chose que beaucoup n'osent pas dire. Elle s'appelle Laurie Planès. Elle est journaliste, de métier comme moi, et elle tient une newsletter qui s'appelle La Marge, sur la plateforme Kessel. Il y a 2 ans maintenant, elle a écrit un texte sur sa première année sans boire d'alcool, et ce texte m'a profondément touchée. Je vais vous partager le lien, dans la description de la vidéo, parce que ça vaut vraiment la lecture complète. Mais je vais vous parler de quelques extraits quand même, quelques passages, qui m'ont particulièrement frappée. Ce que j'aime dans la façon dont elle écrit, c'est qu'elle ne fait pas dans le développement, personnel radieux. Elle ne dit pas que tout est plus beau depuis qu'elle a arrêté de boire. Elle dit: «C'est compliqué, c'est long, c'est inconfortable». Elle parle de ce qu'elle appelle la petite voix, qu'elle a fini d'ailleurs par prénommer Jeanne.
pas pourquoi, choix personnel. C'est cette même voix qui, après 1 an de sobriété, continue de lui souffler: «Ça va, c'est pas grave, c'est juste un verre». Elle décrit ça comme une sorte de dialogue permanent, pas une victoire définitive. Et cette honnêteté-là est extrêmement précieuse parce qu'elle déconstruit l'idée qu'arrêter de boire, ça serait soit simple, soit héroïque. C'est juste un choix quotidien. Elle parle aussi de quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est le fait de retrouver une âme d'enfant. L'idée que sans alcool, on redevient quelqu'un qui ressent les choses pour la première fois, sans filtre. Que les sens, je sais pas, l'odorat et le goût, en l'occurrence, se ravivent. Qu'on trouve à nouveau les choses simples, un peu plus belles. Et elle décrit un moment qui m'a beaucoup fait sourire. En fait, elle parle d'une soirée d'anniversaire où elle a pris par erreur un verre de prosecco à la place du sien. Et elle dit que ça lui a brûlé la bouche comme de l'alcool à 90. Ses papilles avaient retrouvé leur sensibilité d'avant. Ce qu'elle avait appris à trouver normal, voire agréable, était redevenu objectivement pas bon, agressif. Et ça remet quelque chose en place. On apprend à aimer l'alcool. C'est pas du tout un goût naturel. C'est une tolérance construite. Enfin, il y a une phrase d'elle que je garde souvent en tête. C'est qu'elle dit qu'en choisissant de ne pas boire, elle est devenue le miroir de ce que certains ne veulent pas accepter chez eux. Et que sa présence sobre dans une pièce crée quelque chose chez les autres. Un inconfort, une question. Et elle a choisi de ne plus s'en excuser, tout simplement. Encore une fois, je mets le lien de sa newsletter, dans la description. Lisez-la. Parce que ce sujet est tellement délicat que je me vois contrainte de m'appuyer encore une fois sur la biologie. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe quand vous buvez de l'alcool. Parce que je pense que peu de gens savent ce qui se passe au niveau de leur organisme quand ils boivent de l'alcool, donc de l'éthanol. Quand vous buvez un verre de vin, en 30 à 60 minutes, l'éthanol atteint son taux maximum dans votre sang. C'est-à-dire que le sang, il est saturé. Il y a un moment donné où il ne peut plus. Le foie va tenter de métaboliser, donc de détruire cet alcool. Sauf que le foie, il peut traiter qu'un verre standard, et quand je dis verre standard, ça veut dire pas de l'alcool fort, un verre standard par heure. Et le foie, il transforme l'éthanol en acétaldéhyde. C'est une molécule hautement toxique classée cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est l'acétaldéhyde qui provoque les nausées, les maux de tête, la gueule de bois, bref. C'est cette molécule qui endommage les cellules hépatiques sur le long terme. Elle est à l'origine de tous les problèmes. Mais ce n'est pas seulement le foie qui galère quand vous buvez de l'alcool. L'alcool est un toxique systémique. L'éthanol est un toxique systémique. Il irrite la muqueuse gastrique et augmente le risque de cancer de l'estomac. Il est directement lié à 6 types de cancers: bouche, gorge, œsophage, foie, sein, côlon. Il perturbe les cycles de sommeil en réduisant le sommeil paradoxal. Donc, vous vous endormez plus vite, mais vous dormez moins bien. Il déshydrate les cellules cérébrales, c'est ce qui explique les maux de tête du lendemain. Et il dérègle même l'axe hormonal affectant le cortisol, l'hormone du stress, et les hormones sexuelles. Pas dingue, pas dingue. Une étude publiée dans The Lancet Oncology en 2021 a estimé qu'environ 741 000 nouveaux cas de cancer dans le monde chaque année sont directement attribuables à la consommation d'alcool. C'est 4,1% de tous les nouveaux cancers. Et parmi ces cas, il y a 45% qui concernent des personnes qui buvaient modérément. Donc, sous-entendu, moins d'un verre et demi par jour. La gueule de bois, d'un point de vue purement physiologique, c'est votre corps qui fait le ménage. C'est une inflammation du système de manière globale. C'est votre foie qui tente de neutraliser ce que vous êtes en train de lui infliger. C'est votre cerveau qui cherche de l'eau là où il n'y en a plus. Et on a fait de ce phénomène, la gueule de bois, un rite social. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Je dis ça parce que quand on met les mots exacts sur les choses, on reprend tout simplement du pouvoir. L'alcool n'est pas le mal absolu.
C'est une molécule psychoactive avec des effets réels documentés sur le corps, comme la caféine et comme le sucre raffiné, à vrai dire. La différence, c'est qu'on a construit une culture qui l'a rendu invisible comme risque et omniprésent comme norme. Pour conclure, il existe une vraie bonne nouvelle. C'est que les choses sont en train de bouger. Depuis quelques années, un mouvement émerge, surtout chez les 25-40 ans, que les sociologues appellent le sober curious, c'est-à-dire la curiosité autour de la sobriété. C'est pas une sobriété forcée, c'est pas les alcooliques anonymes, c'est une démarche de questionnement. Est-ce que je bois parce que j'en ai envie ou parce que c'est ce qui se fait? En France, le Dry January, donc le mois sans alcool, enfin le mois de janvier sans alcool, a été suivi par plus de 2 millions de personnes en 2024, selon les chiffres de l'association Addiction France. Et les études sur les participants montrent des bénéfices mesurables et réels en seulement 31 jours. Parce que c'est ça le but de la campagne, c'est de dire, voyez ce que ça génère sur votre corps de ne pas boire pendant un mois. Meilleur sommeil chez 71% des participants, perte de poids chez 58% des participants, meilleure performance cognitive et surtout un regard différent sur son propre rapport à l'alcool. Le marché des boissons sans alcool, il explose. En France, les ventes de bières sans alcool, elles ont augmenté de 40% entre 2020 et 2023. Les mocktails, donc les cocktails sans alcool, ils font même leur apparition dans les cartes des restaurants gastronomiques. Et je peux vous garantir qu'avec le métier que je fais, j'en ai fait des restaurants et c'est très, très, très nouveau d'avoir une offre sans alcool qui soit travaillée. Parce que justement, par rapport à tout ce que je disais précédemment, le lien vraiment presque, voilà, j'allais dire charnel, mais le lien rapproché qu'on peut avoir en France avec l'alcool fait que dans les endroits classés de haut standing, l'alcool a une place mais prépondérante et le non-alcool, enfin le sans-alcool est presque inexistant, enfin était inexistant. Les marques de vin désalcoolisées aussi, elles se multiplient. En fait, on peut aimer le goût du vin, mais pas le goût de l'alcool. Donc c'est pas une mode d'après moi, c'est une évolution lente et réelle et je crois nécessaire de le rapport qu'on a en France avec l'alcool. L'idée qu'on peut bien vivre, faire la fête, être ensemble, célébrer sans alcool. Ça progresse. Timidement, mais ça progresse. Et Laurie Planès le dit dans son texte avec une phrase que je trouve belle dans sa combativité. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est en minorité, mais qu'elle fera partie de la masse de demain. Et tu sais quoi, Laurie? J'en suis. Alors, qu'est-ce que j'en retire de tout ça? Après avoir lu, observé, écouté, et surtout après avoir vécu moi-même dans cette position de celle qui ne boit pas depuis longtemps. Voilà ce que je comprends mieux, finalement. On boit rarement par pur plaisir. On boit pour appartenir, pour se calmer, pour se taire, pour ressembler à l'idée qu'on a d'une bonne soirée, d'un adulte détendu, d'un ami sympa. On boit parce qu'on n'a pas appris d'autres façons de faire la fête, oui, encore une fois, de célébrer. La gueule de bois n'est pas une obligation sociale. C'est un choix qu'on a collectivement normalisé. Et comme tout choix normalisé, il peut être et il doit être questionné sans que ça soit un jugement sur ceux qui le font. Parce que j'entends déjà de là les gens me traiter de rabat-joie, dire que je les pointe du doigt parce qu'ils boivent, mais c'est pas ça l'idée, pas du tout. Ne pas boire, c'est pas une vertu, c'est juste une préférence, une opinion, comme le fait de ne pas avoir de télé chez soi ou de pas manger de viande. C'est juste un fonctionnement différent et ça mérite d'exister sans avoir à se justifier. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le bienfait ou pas, ou le choix d'être végétarien, ça rentre dans la même lignée finalement. En fait, ce qui me manque le plus dans notre rapport collectif à l'alcool, c'est justement la liberté de choisir sans devoir expliquer. La liberté de dire non merci à un verre sans que ça devienne un sujet. La liberté de sortir le vendredi soir avec un verre de kombucha dans la main. Alors oui, ça, peut-être, c'est une mode, mais ça aide la cause, alors on valide. Et moi, personnellement, j'adore. Sans sentir qu'on doit s'excuser d'exister autrement, en fait. Pourquoi moi, j'aurais à justifier le fait de ne pas boire, alors que je demande pas aux gens de se justifier parce qu'ils boivent? Et je pense que cette liberté-là, elle commence dans les conversations comme celle-là, comme celle qu'on est en train d'avoir là.
Alors si vous vous êtes reconnu dans quelque chose aujourd'hui, si vous vous êtes demandé, en l'occurrence, pourquoi vous buvez, si vous avez eu envie de tester un mois, une semaine, une soirée même, sans alcool, faites-le. Pas pour être vertueux, juste pour savoir. Parce qu'on apprend énormément sur soi dans ce qu'on enlève. Merci d'avoir exploré avec moi aujourd'hui. Je mets tous les liens et les références des études, en description comme d'habitude, et notamment la newsletter, de Laurie Planès dans la marge. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note, sur votre plateforme d'écoute, même un commentaire, sur la vidéo, en me parlant de votre rapport, à l'alcool. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du bien-être moderne ensemble.